Bonjour à tous. Donc pour cette dernière table ronde que je vais animer, je vais reprendre une jolie formule d'une des collègues qui est intervenue ce matin pour démarrer et pour qualifier un peu cette journée. Donc depuis le début de cette journée anniversaire de la création du titre de psychologue, des psychologues sont intervenus pour honorer les combats passés, éclairer les défis actuels et préparer les engagements à venir. Lors de cette journée, il nous est apparu important d'inviter également un ensemble de responsables, de partenaires institutionnels. Chacun de vous, vous avez accepté l'invitation de la FFPP et nous vous en remercions chaleureusement. Dans la mesure où vous avez chacun pour mission, dans une large diversité de responsabilités, de contribuer à répondre aux besoins de la population, vous êtes donc amenés, de façon directe ou indirecte, à contribuer à la définition des contours de notre profession. Nous vous avons proposé d'intervenir pour nous faire part de votre représentation de la place des psychologues dans la société actuelle, du moins d'en tracer les contours essentiels dans le cadre de cette table ronde. Au regard des contraintes d'emploi du temps de certains membres de la table ronde, pour commencer, je vais inviter M. Bruno Falissard, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées, de nous faire part de ses réflexions. Vous préférez rester là, au pupitre? Qu'est-ce qui vous convient? Parfait. C'est bon, vous m'entendez? Ça marche. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Je vérifie mon temps. Voilà. Moins de 10 minutes, ça va? Bon. Donc, merci d'échanger. J'ai déjà beaucoup appris sur le titre unique, etc. Ce n'était pas très clair pour moi, parce qu'il y a tellement de types de psychologues que... j'étais sûr que ça allait vous faire réagir. Alors... Donc moi, ce que je vais vous donner, c'est le point de vue du pédopsychiatre qu'il a par rapport au métier de psychologue. Et d'ailleurs, nos internes, dès qu'ils commencent la pédopsychiatrie, nous demandent en cachette, mais en quoi on est différent d'eux finalement? Alors moi, je leur dis, c'est l'étymologie. Ils sont le gardien du savoir, nous sommes les gardiens du soin. Psychologue, c'est étudier le psychisme. Psychiatre, c'est soigner les maladies de l'âme. Et ça marche très bien comme ça. En fait, parce que pour soigner un patient psychiatrique, il faut aussi s'intéresser à son corps, parce qu'il y a des maladies génétiques, il y a des effets indésirables de médicaments, etc. Donc il faut être médecin, et le psychiatre a un panorama ultra large, avec des épistémologies multiples, et le psychologue, vous par contre, votre travail universitaire et puis après non, à vous interroger sur la question du psychisme. Alors, il y a un autre point qui nous différencie, c'est le rapport à l'autorité. La société enjoint le psychiatre à être dans une position d'autorité. Et ça n'est pas assez dit. Nous signons des certificats d'internement, nous prescrivons des séances d'électroconvulsivothérapie, des électrochocs. C'est une position d'autorité, voire de violence légitime. Et vous n'êtes pas dans cette position, ce qui fait que votre rapport au patient, quand il s'agit de psychologie clinique, va être différent. Alors après, il y a la question de la santé mentale. Et ça, c'est vraiment crucial aujourd'hui. Je suis ravi qu'il y ait une députée avec nous pour l'entendre. On parle de santé mentale beaucoup, de psychiatrie un peu. Les psychiatres ne sont pas légitimes pour s'occuper des questions de santé mentale. Je rappelle la définition de la santé mentale par l'OMS. C'est le bien-être, la réalisation de soi, accomplir un travail productif. Quand les psychiatres ont voulu s'intéresser au bien-être de leurs concitoyens, en général, ça a conduit à des catastrophes. Et par contre, il y a une psychologie positive. Vous êtes amené à travailler avec des problèmes de couple, des problèmes de burn-out qui ne sont pas des problèmes psychiatriques. Le burn-out n'est pas une maladie psychiatrique. Et donc, vous êtes, ouvert sur la santé mentale et c'est vraiment une spécificité extrêmement importante aujourd'hui où nos sociétés sont dans des changements absolument colossaux. Ce matin encore, avec des collègues pédopsychiatres expérimentés, nous en étions à nous dire que finalement, nous n'arrivons pas à savoir vraiment quelles sont les habitudes de nos adolescents. Quelles sont les modalités de leurs interactions sociales entre eux? Eh bien, c'est extraordinairement difficile. On arrive à les soigner, on arrive d'être dans une relation thérapeutique, mais à comprendre vraiment comment ils échangent entre eux, c'est extraordinairement difficile. Et du coup, ça pose des problèmes de tension de santé mentale dans la société auxquels vous allez être confrontés. Alors, il y a une question centrale, c'est êtes-vous des soignants ou pas? Alors, il y a des psychologues cliniciens avec une définition,
Et puis, il y a même, je crois, quand on a suivi un master où il y a le mot clinique ou psychopathologie, etc., alors on a le titre de psychothérapeute, c'est ça? Alors, quand même un petit peu. Avec un stage de 500 heures, etc., etc. On est d'accord. Le titre. Oui. Voilà. Alors, quand on est psychothérapeute, ben on est soignant. Ah, mais je suis désolé. C'est que, alors, attendez, enfin, pour nous, et d'ailleurs, quand on en parle aux collègues à l'étranger, là, il y a quand même une tension, c'est que quelqu'un s'engage dans une thérapie, ben, c'est qu'il soigne, un peu par construction, par définition. Attendez. Donc, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, et puis, c'est une question de vie quotidienne. Enfin, dans les hôpitaux, dans les staffs, dans l'unité de crise d'adolescents dont je m'occupais encore il y a 2 mois, enfin, les psychologues sont des soignants. C'est une évidence quotidienne. Alors après, est-ce que vous êtes des paramédicaux? Ben. Alors, je me suis longtemps posé la question, je trouvais qu'elle se posait, effectivement. C'est vrai que ça sonne un peu bizarre, parce que donc, il y a les professions médicales, les sages-femmes, les dentistes, les médecins, il y a les professions paramédicales, les kinés, infirmiers, IPA, etc. Et c'est vrai que psychologue, on a du mal à le faire entrer, donc je me suis posé la question pourquoi. Alors j'ai lu, mais alors j'ai entendu d'ailleurs, c'est les sciences humaines, et le médical, c'est la biologie. C'est faux. C'est faux. C'est une erreur épistémologique. C'est faux. La médecine est aussi ouverte aux sciences humaines et sociales. Il y a de l'éthique en médecine. La méthodologie numéro 1 de recherche en médecine générale, ce sont des méthodologies qualitatives qui relèvent des sciences humaines et sociales, en particulier de la sociologie. Donc, et puis, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait des neuropsychologues ou des psychologues spécialisés en neuropsychologie. Quand il y a le mot neuro, c'est qu'on fricote avec la médecine. Et de notre côté, il y a des sciences cognitives. Eh bien, il y a des arguments épistémologiques très forts pour dire que les sciences cognitives sont des sciences de la nature et pas des sciences humaines. Eh oui, parce qu'elles obéissent au tournant de la nature, le sujet qui observe, un observateur qui observe un sujet. Et il y a en plus le paradigme de l'explication qui, selon Willem Dilthey, un philosophe du XIXe siècle qui a défini les sciences humaines, eh bien, quand on explique, on relève de l'épistémologie des sciences de la nature. Et donc, du coup, oui, effectivement, vous n'êtes pas des paramédicaux, je le conçois. Pourquoi? Alors, parce que si la médecine ne repose pas uniquement sur les sciences biologiques, la médecine s'est construite sur la biologie et sur les sciences de la nature. Et effectivement, ça colore son épistémologie, alors que la psychologie s'est construite sur les sciences humaines. Donc oui, c'est une construction qui a donné une coloration à ces disciplines. Et effectivement, dans la réalité, ça correspond à un rapport différent au sujet, au patient, en ce qui nous concerne. Donc oui, mais faites attention, la réalité, le clivage qu'il y a entre les deux est bien moins précis que ce que l'on pourrait penser. Alors après, il y a la question de la formation. Alors, on reproche à la formation des psychologues d'être hétérogène, ça ne me dérange pas. Vous revendiquez une forme de diversité et je vous accompagne là-dedans. Il n'y a pas de théorie unique qui explique le fonctionnement psychique humain, il y en a plusieurs. Et donc, vous pouvez vous nourrir d'une ou plusieurs de ces champs théoriques pour vous construire en tant que sachant et en tant que soignant. Ça ne me choque pas. La qualité des formations aussi, qui parfois est décriée, ne me choque pas non plus. Je pense que pour bien connaître mes collègues professeurs de psychologie, je trouve, et intervenir parfois dans les cursus, je trouve que les rapports qu'on a avec les étudiants sont très riches et que leur formation est correcte. Alors après 5 ans, et là, il faut être honnête, si on a un titre de psychothérapeute après 5 ans, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas être psychothérapeute en bac+5, c'est juste pas possible.
C'est juste pas possible. D'ailleurs, on ne peut pas être psychothérapeute après avoir fini un internat de psychiatrie. C'est exactement pareil. Hein. Être psychothérapeute, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, et puis de la même façon, je parlais de l'unité de crise pour adolescents que j'ai supervisée pendant quelques années. On ne peut pas envoyer un psychologue qui vient juste de terminer son master accueillir des tentatives de suicide d'adolescents aux urgences. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut le dire. Il faut dire que il y a besoin d'un cursus d'approfondissement, il y a besoin d'une spécialisation, parce que, par exemple, en pédopsychiatrie, la question du développement, elle est colossale. Alors, je sais bien qu'il y a des cours de développement en faculté de psychologie, mais il en faut beaucoup, beaucoup pour comprendre ce que c'est que la périnatalité, ce que c'est qu'un enfant à l'école maternelle, ce que la différence entre un adolescent au collège, au lycée, etc. Enfin, vous savez tout ça aussi bien que moi. On est en 2025, il y a besoin, alors ça ne veut pas dire que c'est contre le titre unique, hein, j'ai compris votre engagement, je le comprends et je le partage, mais il y a besoin d'une spécialisation, il y a besoin d'une reconnaissance d'approfondissement. Le psychologue aujourd'hui à Bicêtre qui va voir aux urgences les adolescents, il est très fort, voilà, mais il est très fort, mais il y a 10 ans, il l'était beaucoup moins. Et puis je terminerai jusque sur un mot, il est sous-payé. Et ça a été dit tout à l'heure. Et ça, on est tous complètement indignés par le salaire des psychologues hospitaliers. C'est juste inacceptable. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Merci, Madame la Présidente. Ça marche ? Très bien. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir au ministère de la Santé. Mes propos vont s'inscrire tout à fait dans la suite de ce que le professeur Falissard a indiqué. Et pour indiquer en introduction le fait que si j'ai eu à m'intéresser à la profession de psychologue dans mes fonctions de délégué ministériel, c'était sur 2 constats importants. C'est un sujet que je porte maintenant depuis quelques années. Le premier constat, c'était de l'insuffisance d'accès des patients porteurs d'une pathologie psychique aux soins psychothérapiques. En tout cas, un problème quasiment de démocratie sanitaire, qui est que dès lors que les traitements psychologiques sont reconnus comme indispensables, préconisés par les recommandations de bonne pratique dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies, le constat était qu'un tout petit pourcentage d'entre eux avaient effectivement accès à ces techniques qui sont indispensables à leur parcours de soins et d'accompagnement. Donc ça, c'est le premier constat de départ. Le deuxième, ça vient d'être dit, mais je pense que c'est important, il faut le redire, c'est la question du statut, de la reconnaissance et du salaire des psychologues de la fonction publique hospitalière. 2 chantiers qui peuvent être, je dirais, traités ensemble, mais qui techniquement, et c'est un peu réducteur cette affaire, mais c'est quand même là-dessus qu'on bute, techniquement ne posent pas du tout les mêmes questions. La réforme des professions de santé, par exemple, et l'accès au remboursement, par exemple, ça pose des questions techniques qui sont complètement différentes. Donc, sur le premier chantier, et je fais faire l'impasse sur le dispositif Mon Soutien Psy, pour répondre à des questions si vous le souhaitez, mais s'agissant de l'accès remboursé par l'assurance maladie à certains modules de psychothérapie, et tout en reconnaissant le titre unique et la diversité de formation, etc., vu du point de vue de la solvabilisation de certaines activités de psychothérapie, eh bien, il va quand même falloir définir ce qui est remboursable et ce qui ne l'est pas. En tout cas, ça, c'est une exigence de l'assurance maladie, de pouvoir garantir en fonction d'une solvabilisation, eh bien, le service rendu. Donc, il y a bien la nécessité, et beaucoup de pays européens en sont passés par cette étape-là, de reconnaître les compétences qui sont au rendez-vous
des besoins énoncés par le secteur sanitaire et le secteur médico-social. On peut y voir une menace du titre unique. Moi, je n'ai pas du tout anticipé cette affaire jusqu'à ce qu'il y ait un peu de brouhaha autour de cette affaire, parce que, en fait, cette distinction de mode d'exercice en fonction d'un certain nombre de compétences acquises dans un de ces multiples cursus, c'est quelque chose qui existait déjà, qui existe dans l'éducation nationale, qui existe à la justice, etc. Et donc, je ne voyais pas qu'il y ait réellement de difficulté à ce que l'on définisse ensemble, d'ailleurs, parce que ce travail-là ne va pas pouvoir être fait sans une contribution importante des différents représentants de la profession, que l'on puisse repérer à l'intérieur de ces multiples compétences, initiales mais aussi continues. Bruno vient de le dire, devenir psychothérapeute, c'est, en tout cas pour exercer dans des champs très spécialisés, ça nécessite des années de formation complémentaire, et bien de définir sous forme d'un référentiel activité-compétence, une nomenclature d'actes qui pourrait être reconnue par l'assurance maladie pour solvabiliser ces activités. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de commande pour ouvrir ce chantier-là, mais la démarche, elle vise justement à repérer ce qui pourrait être pris en charge par l'assurance maladie. S'agissant de la fonction publique hospitalière, c'est un autre combat que je mène pour que soit ouvert effectivement des discussions sur, et là encore avec la profession, pour que soit revu ce statut. On nous a dit, il y a encore peu de temps, que le statut des psychologues de la fonction publique hospitalière serait embarqué par la réforme des professions de santé. Et pour l'instant, on n'a pas vu vraiment ces travaux démarrer. Mais sachez qu'en tout cas, à la délégation, ces deux chantiers-là sont portés ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour cette présentation qui rentre vraiment dans le cadre du temps qui vous était imparti. Pour la troisième intervention, ça nous laissera du temps pour les discussions et les échanges après. Vous souhaitez venir Très bien. Pour la troisième intervention, donc j'invite Madame Santiago, députée et par ailleurs à l'origine d'un rapport très, très attendu sur la protection de l'enfant. Je vous laisse prendre la parole. Bonjour. Tout d'abord, bonjour. Ravie d'être à vos côtés. Moi, je ne suis pas du tout médecin, je suis parlementaire, je suis députée depuis 2020. J'ai longtemps été vice-présidente chargée de la prévention et de la protection de l'enfance durant 12 ans, par 2 mandats de conseillère départementale, comme on dit. Mais la fonction exécutive était au département du Val-de-Marne. J'ai été membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Si je vous dis ça, c'est que j'ai travaillé sur plusieurs lois, y compris dans ces fonctions-là, celle de Laurence Rossignol à l'époque, puis celle d'Adrien Taquet. Moi-même, j'ai pu porter des textes à l'Assemblée sur des sujets, puis évidemment le dernier rapport à la commission d'enquête que j'ai mené pendant près d'1 an, autour, qui normalement est de 6 mois, mais bon, il y a eu, comme vous le savez, une dissolution. Donc du coup, j'ai gagné un peu de temps. Et donc la dissolution a fait qu'on a réussi à renouveler notre commission d'enquête, ce qui n'était pas à gagner, puisque normalement, ce n'est pas possible. Mais de manière exceptionnelle, cette commission d'enquête était tellement attendue par les acteurs que globalement, on a pu la mettre en place et donc poursuivre nos travaux. Et j'ai rendu donc le rapport le 8 avril. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, je ne suis pas médecin, mais je travaille depuis de très longue date avec nos amis québécois, dont les chercheurs de Laval, de McGill et les études autour du développement de l'enfant. J'ai beaucoup appris à vos côtés, mais aussi à leur côté. Et je dirais que j'ai toujours été surprise qu'en France, on ait autant de retard. Moi, je vous parlerai évidemment avec mes mots, avec ma manière de penser et surtout ma pratique, puisque du coup, j'ai eu la chance d'accompagner, comme je vous l'ai dit, d'un côté, les politiques publiques, donc de voir ce qui pouvait dysfonctionner quand j'étais dans mes fonctions, et aujourd'hui comme parlementaire suite à ce rapport qui corrobore pas mal de choses donc, que j'avais pu observer. Moi, je dirais premièrement le retard de la France sur tout ce qui va être autour de l'enfant, de son accompagnement. Je le dis parce qu'y compris nous avons des représentants des services de l'État, donc Madame la Ministre, bien sûr, le sait, elle sait ce que je pense. Donc les retards pendant très longtemps, on dit qu'il n'y a plus de pédopsychiatres et on fait l'année santé mentale.
Moi, je veux bien qu'on fasse l'année santé mentale, mais quand on passe des amendements, ils ne sont pas adoptés et pas votés. Donc, à un moment donné, j'aimerais que ce ne soit pas que des mots. La deuxième réalité, c'est que j'ai rencontré beaucoup de psychologues quand il y a eu mon parcours, mon psy. J'ai plutôt reçu des psychologues. Moi, je sais ce que c'est les enfants en grande détresse, en grande vulnérabilité. Des enfants dont l'inceste les a mis en situation de tout d'abord d'être en protection de l'enfance, mais de le découvrir bien plus tard, parce que parfois le placement n'est juste que carence éducative. Et puis c'est en confiance avec l'enfant et son éducateur qu'on découvre qu'il y a en plus l'inceste. Et tous ces sujets-là, j'ai vu des actes de barbarie sur les enfants, y compris chez les bébés. On ne peut pas penser que les psychiatres et les pédopsychiatres vont pouvoir accompagner l'ensemble de ces traumatismes et de ces psychotraumatismes graves et complexes. Donc nous, on avait pu avoir, dans le Val-de-Marne, je pense que vous le connaissez, en tout cas pour vous, on a eu la chance de travailler avec le professeur Jean-Marc Ballette, qui nous a beaucoup aidés sur les violences de ces enfants, y compris adolescents, et avec le Aller Vers en tant que pédopsychiatre, et tout un travail autour d'une commission spécifique à tous ces enfants, dont à l'époque on disait cas complexes, mais en réalité c'était des fragilités terribles, avec des choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi, comme les syndromes évidemment abandonniques, et j'en passe. Et moi j'ai vraiment besoin de vous en fait. Clairement, il n'y a pas assez de pédopsychiatres, et chaque pédopsychiatre ne va pas pouvoir répondre aux 400 000 enfants en protection de l'enfance à ce stade. On est le premier pays d'Europe à placer les enfants. Donc il y a juste énormément de boulot. Et ça ne peut pas être une consultation comme avait fait Adrien Taquet, qui était une bonne proposition, mais ça ne s'adresse pas à ces 400 000 enfants, ni même à toutes les familles qui vont mal. Quand on va voir un psy, il faut qu'on ait, nous, la garantie qu'il est formé au développement de l'enfant et à sa connaissance et aux problématiques des traumas complexes. Si ce n'est pas le cas, il peut faire 5 séances, hein, ça ne va rien changer à la situation. Vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes filles qui font de la prostitution et qui sont autour de 15 000 environ, même si nous n'avons pas les chiffres exacts, qui sont liées à la prostitution dans leur parcours ASE, elles sont devenues prostituées parce qu'elles en avaient envie. C'est juste des jeunes filles qui, depuis qu'elles sont toutes petites, leur corps n'a jamais été respecté. Donc à un moment donné, on a besoin que tout le monde se mette sur ces questions qui sont majeures et qu'on ne refasse pas, en tout cas comme ça se passe à l'Assemblée en ce moment. L'ordonnance de 45, on peut la renouveler tous les ans. Hein. Je vous le dis, si on ne règle pas les problèmes de ces jeunes qui sont en très grande souffrance, la violence, elle est importante. Donc, en tant que psychologue, dans la diversité de vos pratiques, moi, j'ai besoin que le pluridisciplinaire soit autour des enfants, dans les connaissances que chacun peut avoir. Et je vous l'ai dit, je connais aussi ces pratiques au Québec, et il y en a d'autres dans les pays nordiques, où chacun, de manière pluridisciplinaire, arrive à avoir un étayage autour des familles vulnérables et des enfants qui me paraît extrêmement intéressant. Donc, ce que je vous ai dit en préambule, je veux finir, mais en tout cas vous dire globalement les constats que nous, on a faits. Donc, comme je vous ai dit, 400 000 enfants qui sont à l'ASE actuellement, 56% de mesures de placement et 44% de mesures éducatives. Donc, en fait, il y a un peu plus de 200 000 enfants, qui sont, eux, en protection de l'enfance au sens hébergement. Depuis 1998, il n'y a aucune recherche en France, hein, très peu. Et donc, on est à plus de 44% de mesures. Ça veut dire que notre société va tellement mal que notre population des moins de 21 ans n'a augmenté que de 1,6 depuis 1998, mais la protection de l'enfance et les placements de plus de 44%. Et la France, comme je vous l'ai dit, est le premier pays européen dans le placement des institutions. Donc ça, c'est je l'ai mis dans le rapport, c'est évidemment notre historique qui amène à cette situation et nous devons totalement changer de paradigme. Je voudrais aussi vous dire que les réglementations qui encadrent, et bien évidemment, la protection de l'enfance, en fait, elles n'existent pas. Elle existait pour les pouponnières, pour les 0-3 ans. Pour tous ceux qui connaissent le développement de l'enfant, c'est le décret de Simone Veil, il date de 50 ans. Et c'est un adulte pour 30 bébés, hein, je parle. Donc ça vous donne un peu la relation à l'enfant. Aujourd'hui, on a le syndrome de l'hospitalisme qui est revenu.
Et ça a l'air de déranger personne. Hein. Ça fait 1 an que je fais une alerte maximum. J'ai besoin, en fait, là aussi, que tout le monde réagisse. Donc ça a réagi. Mais entre réagir en termes de communication, ce qu'on fait tous, et réagir sur le terrain auprès de ces bébés, ça, je vous garantis qu'on n'en est pas encore tout à fait au bon niveau d'information et de communication autour de ces petits. Il y a donc un problème, évidemment, autour de l'attachement dans le développement de ces enfants, et qui est d'une gravité absolue. Quant aux plus de 3 ans, jusqu'à 18 ans, et qui sont en protection de l'enfance, quant à eux, ils ne bénéficient historiquement de aucune norme. Donc vous pouvez avoir un éducateur pour 20 enfants, comme un éducateur pour 7 enfants. Ils ne sont jamais accompagnés de manière individuelle. De 35% environ sont des enfants porteurs de troubles du handicap. Et pas de n'importe quel handicap. Ce sont des enfants qui sont porteurs de troubles du comportement. C'est comme ça que c'est défini. Et donc vous auriez des mots bien plus savants. Et puis il y a les troubles de l'autisme. Et voilà. Et en général, des enfants autistes extrêmement graves qui nécessitent le 1 pour 1. Si je vous dis ça, c'est que j'ai pu aussi aller en Belgique, voir ce que ça donne la protection de l'enfance en France, et je vais vous expliquer pourquoi la Belgique. C'est qu'en fait, en protection de l'enfance, comme on n'accompagne pas correctement ces enfants une fois qu'ils sont placés à travers tout leur trauma, on se retrouve avec un système où ils sont surmédicamentés. Donc on les shoote en fait, ce qui est scandaleux. Et comme ils sont shootés, c'est l'option. Vous imaginez pour s'en sortir et pour les accompagner quand vous êtes... Alors, on a aussi beaucoup d'enfants que l'on amène en Belgique. Ça, c'est vraiment... Donc, je suis allée en Belgique voir ce que c'était. J'ai croisé un tout petit de 6 ans, autiste. 14 placements depuis son arrivée. Des fractures et des ruptures de parcours incroyables. Qui est autiste et qui, en fait, ne sait même pas pourquoi il est en Belgique. Et il se retrouve en Belgique dans un foyer soi-disant adapté pour lui. En tout cas... celui que j'ai visité est évidemment avec cette vision pluridisciplinaire où il y avait des psychologues, de la psychoéducation, des pédopsychiatres, même s'ils n'étaient pas 24 heures sur 24, bien évidemment, mais il y avait des pédopsychiatres avec qui j'ai pu discuter. Il y avait des psychologues dans la diversité de la richesse de vos métiers. Il y avait des éducateurs. Voilà. C'était un travail très pluridisciplinaire et en fait très intéressant. Et quand nous, on échoue en France, en fait, il y a plus de 1100 enfants de la protection de l'enfance qui sont en Belgique. Et je dis, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment que ça change. Donc, moi, j'ai absolument besoin, et j'ai fait des propositions dans ce cadre-là. Aujourd'hui, tout à l'heure, le professeur le disait, il a accompagné des groupes d'adolescents à l'hôpital. Aujourd'hui, en fait, une grande partie des lits de la pédopsychiatrie est occupée par les enfants de la protection de l'enfance. Donc, un forfait d'un enfant qui passe une journée, c'est 1 500 € jour. Et moi, j'ai proposé au gouvernement que les 1 500 € jour, on les fasse dans les centres d'appui qu'on essaye de monter avec Céline Gréco, où on aura évidemment autour de l'enfant une prise en charge en soins et en santé. Et évidemment que votre rôle, pour ceux qui seront dans ces centres d'appui, il est en pluridisciplinaire extrêmement important. Nous avons besoin que ces enfants, le forfait jour, c'est donc 1 500 € quand ils sont hospitalisés. Et là, c'est forfait annuel, entre guillemets, de 1 500 € au centre d'appui. Donc, quand on discute avec le gouvernement en matière de budget, on a souvent un non parce que ça coûte cher. Je leur dis souvent qu'investir sur l'enfant, c'est investir l'avenir et qu'à travers tous vos métiers, on a absolument besoin que vous soyez à nos côtés. Pour finir, je voudrais juste aussi vous dire qu'aujourd'hui, en matière de santé, on le sait, les psychotraumas graves sont, donc c'est défini évidemment, sont 2 choses. Un, actuellement, ça coûte 38 milliards avec la dernière étude de Lancet en 2021 pour la France, 38 milliards chaque année, rien qu'en santé. Je n'ai pas mis les questions sociales, je n'ai pas mis les questions de prison, je n'ai pas mis le budget que ça pourrait toucher sur d'autres choses. Mais en matière de santé, c'est 38 milliards. Ils cherchent de l'argent. Moi, je dis qu'il faut investir sur la prévention. La deuxième chose, c'est que du coup, on sait aussi que les psychotraumas graves, c'est 20 ans de vie en moins pour ces jeunes, puisque du coup, à la base, ça peut amener aujourd'hui, avec la connaissance des sciences, on sait que ça peut amener des pathologies graves comme le cancer, le diabète et plein d'autres choses, évidemment les addictions et évidemment la dépression, voire les tentatives de suicide et pour certains le suicide. Ce qui est aussi en protection de l'enfance quelque chose que l'on rencontre
assez régulièrement. Donc les propositions que j'ai faites, et pour finir, hop, je vous l'ai dit rapidement, qui pouvaient vous concerner. Donc nous, on avait demandé dans la programmation et les recommandations, dans celle qui s'appelle le numéro 70, d'assurer la prise en charge de la santé physique et mentale des enfants relevant de la protection de l'enfance en garantissant le fameux forfait à 1 500 € forfait soins pour les enfants avec les centres de santé qu'on demande en généralité. Permettre le remboursement sans condition des consultations de psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, donc en ville. On veut absolument qu'on ait besoin et que ça puisse être pris en charge directement par la sécurité sociale. On est en train de travailler avec la ministre sur ce sujet-là. Et garantir et financer à l'horizon 2030, donc les centres d'appui. Aujourd'hui, il va y avoir un centre d'appui qui s'ouvre à Paris avec Céline et l'association Impact. Et il y en aura environ 5 d'ici 2027-28. L'idée, c'est de le généraliser en France parce qu'on a absolument besoin que les enfants soient accompagnés de bonne manière. Et un partenariat avec le Québec et les grandes écoles de Laval et de McGill pour qu'on puisse travailler avec tous les centres de recherche qui ont fait des études qui nous seraient très utiles en France, que moi je connais, mais qui en France sont peu partagées dans les pratiques professionnelles et je crois que c'est très important. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci Madame Santiago pour ce plaidoyer pour la protection de l'enfance. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Rodolphe Soulier, responsable du pôle ressources humaines hospitalières, notamment à la Fédération hospitalière de France. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça fonctionne. A priori, oui. Parfait. Alors, de manière assez complémentaire au débat que j'ai entendu jusque-là, je n'ai pas eu la chance de suivre l'ensemble de la journée, mais un peu la table ronde précédente et puis bien sûr les propos précédents. Évidemment, le regard que porte la Fédération hospitalière de France, c'est un regard sur la partie hôpital public par essence. Alors, pas que hôpital public, secteur public, ce qui n'est pas exactement la même chose puisque vous savez que la Fédération hospitalière de France, elle représente à peu près 4800 établissements. Dans les 4800 établissements, il y en a à peu près 3800 qui sont des établissements médico-sociaux. Et les autres, les 1000 autres à peu près, sont les établissements sanitaires. Donc c'est un environnement alors qui est certes relativement minoritaire dans l'exercice réel, puisque le sujet a beaucoup été évoqué, de la profession de psychologue. Je dis volontairement profession de psychologue au sens large du terme, dans toute sa diversité, même si globalement le nombre de psychologues a tendance à augmenter dans l'environnement hospitalier sur les dernières années. Quand je dis qu'il a tendance à augmenter, c'est pas forcément de manière suffisante, ça c'est un premier sujet, et c'est pas forcément de manière à faire évoluer la répartition avec les autres types d'activités. Ça suit globalement la répartition entre l'exercice libéral, l'exercice hospitalier et les autres exercices salariés est à peu près stable dans le temps, mais comme le nombre de psychologues a tendance à évoluer globalement, on en retrouve un peu plus dans l'environnement hospitalier. L'idée, dans le regard que l'on peut y porter, c'est de manière assez complémentaire à ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'il y a un certain nombre de défis. Et le premier des éléments de regard que je voulais partager avec vous, c'est que celui qu'on va y porter en tant que Fédération hospitalière de France, et donc, je vais le dire comme ça, en tant qu'établissement, c'est d'abord un regard de collectif. C'est une logique d'inscription dans les collectifs. Fondamentalement, quand on représente 1,2 million de professionnels, à peu près, la fonction publique hospitalière, alors pas la fonction publique hospitalière, la fonction publique hospitalière plus l'ensemble du corps médical, qui est techniquement pas fonction publique hospitalière, mais agent public à statut particulier. Donc cet ensemble-là qui travaille dans les hôpitaux et dans les établissements médico-sociaux publics, ça représente à peu près 1,2 million de personnes. Et ce ne sont que des exercices collectifs. Donc forcément, le regard qu'on y porte est celui-là. Et je pense que ça entre en résonance aussi avec un certain nombre des interrogations que vous avez pu porter jusque-là en termes d'organisation, en termes de place dans l'exercice au quotidien, dans sa diversité, et puis en termes aussi de défis sur lesquels je vais revenir dans un instant, y compris de valorisation et de reconnaissance. Mais cette logique collective, elle est importante parce que ça veut dire que le regard que l'on peut porter sur la place ou sur les ouvertures n'est pas forcément un regard que spécifique à cette profession-là. Dans un certain nombre de cas, il est partagé avec d'autres dimensions,
Preuve que dans les réflexions que l'on peut mener, que vous retrouverez en large partie, notamment sur le livre blanc sur la santé de demain qu'a publié la FHF l'an dernier à l'occasion de son centenaire et auquel un certain nombre d'entre vous ont participé, on retrouve des réflexions qui peuvent être très partagées et qui du coup peuvent aussi nous permettre de dépasser dans un certain nombre de cas les questions de statut ou les questions de regard spécifique sur les positionnements individuels. Se dire que cette logique de collectif, c'est aussi une logique d'évolution assez marquée de l'activité, puisque l'évolution des organisations hospitalières, elle suit celle des besoins, elle suit aussi celle des exigences, elle suit celle des contraintes. La particularité de l'environnement public, c'est les missions de service public, et les missions de service public, elles embarquent elles-mêmes un certain nombre de sujets, le premier desquels étant les enjeux de continuité. Ça a été beaucoup évoqué dans les prises en charge, dans un certain nombre de publics particuliers. Ça peut avoir des traductions très spécifiques pour tous les métiers, et notamment pour le métier de psychologue, parce que ça suppose évidemment pas de rupture dans le mode de fonctionnement, et ça suppose aussi dans des regards, notamment des regards sur des équipes ou sur des modes d'exercice, des approches de gestion des ressources humaines qui peuvent être un peu différentes de celles qu'on peut retrouver dans d'autres environnements. Donc des activités qui évoluent, on y reviendra juste après, qui peuvent aussi interroger sur, au-delà du sujet de la rémunération sur lequel je reviendrai évidemment, d'autres aspects peut-être de l'encadrement du métier, au-delà même du statut, qui peuvent interroger aujourd'hui sur des modes de fonctionnement qui ne sont pas prévus dans l'environnement réglementaire actuel, mais qui pourraient s'ouvrir en partie. Et puis je souhaite mentionner sur cette partie un peu introductive également une dimension qui nous est chère dans le regard que l'on porte sur l'avenir du système de santé, qui est la dimension territoriale. Pas la démission territoriale, au contraire, la dimension territoriale, qui est probablement une fonction non seulement d'avenir parce que ça a du sens dans l'évolution globale des pathologies à prendre en charge, qui est aussi une solution d'avenir vraisemblablement dans un cadre de ressources globalement contraintes. J'appelle globalement comme ça, on pourrait rentrer dans la diversité, mais on n'en aurait pas forcément le temps. Et puis peut-être une mention également importante qui fait partie des sujets. Vous savez que l'hôpital public de manière générale, son rôle premier c'est le soin, ce qui renvoie à ce qu'évoquait le professeur tout à l'heure sur la fonction soignante. On retrouve aussi dans une partie de l'hôpital public et dans une partie qu'on souhaite globalement élargie, l'enseignement et la recherche, en particulier dans les environnements hospitalo-universitaires et de plus en plus de manière un peu élargie, recherche qui se développe y compris dans des champs aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je dis, extra-médicaux. Donc pas exclusivement paramédicaux, avec la recherche paramédicale, mais extra ou complémentaires à la recherche médicale pure et dure, et qui du coup peuvent faire partie des éléments de réflexion intéressants sur la diversité, sur l'attractivité des métiers, dont évidemment le vôtre. Alors dans les enjeux qu'on identifie à l'heure actuelle, pour le faire en synthétique, bien sûr, le sujet de la reconnaissance a été évoqué. Il y a celui de la rémunération. Évidemment, j'avais prévu d'en parler, comme il a déjà été beaucoup évoqué. J'y reviens pas. Simplement, on pourrait se rappeler en revanche que dans les termes de dynamique, le décalage, il existe, vous l'avez rappelé, on a une rémunération qui globalement est fixée dans l'environnement public depuis 40 ans, pour faire simple, qui a suivi les évolutions indiciaires, mais il y a un effet de décalage aussi qui s'est peut-être accru, y compris dans le ressenti, sur les dernières années, parce qu'il y a eu Ségur 1 et 2, et surtout le 2, puisque le Ségur 1, tout le monde en a bénéficié, et que donc la refonte d'un certain nombre de grilles dans un certain nombre d'environnements fait que ce décalage peut être perçu de manière accrue. Donc on a conscience de cet élément-là et ça fait partie des enjeux en particulier. Il y a des particularités aussi dans le statut. Je ne vais pas dire que psychologue hospitalier, c'est un objet RH non identifié, mais c'est un objet RH à dimension particulière. Je le dis volontairement comme ça, parce qu'il y a des sujets embarqués par le statut qui sont à la fois des richesses. Un intervenant de la table précédente a dit, je crois que... tiens, je l'ai perdu. Voilà, c'était votre voisin. Disait, la diversité est une force, oui, et c'est aussi, dans un certain nombre de cas, un élément de défi pour arriver à l'intégrer dans des modes de fonctionnement, et des modes de fonctionnement employeurs notamment. Donc, il y a évidemment la particularité du temps FIR, dans l'environnement hospitalier, qui peut être un défi de temps en temps dans la gestion des enjeux de continuité, puisque les ressources psychologues affectées dans un service donné sont généralement peu nombreuses. Et donc l'enjeu de continuité peut se heurter à cette dimension-là. À l'inverse, avec des éléments qui sont en avance
si vous me permettez l'expression, par rapport aux autres professions. Typiquement, l'exercice mixte, qui est un petit peu plus ouvert sur l'environnement psychologue et qui fait partie des sujets en tant que FHF, dont on porte le développement, notamment pour renforcer les modes d'exercice et les éléments d'attractivité de demain pour un certain nombre de professions. Je ne reviens pas sur le sujet de la hiérarchie parce qu'il a été évoqué aussi, mais forcément on est dans un environnement particulier entre le fonctionnel, le hiérarchique et de manière générale le fonctionnement quotidien. Dans les éléments d'enjeu également, donc au-delà de la partie rémunération, j'évoquais tout à l'heure le sujet de développement d'activités. Il y a un renforcement, en tout cas on le perçoit comme ça dans l'environnement hospitalier, il n'est peut-être pas vrai de manière générale, mais en tout cas dans l'environnement hospitalier, il y a des modes d'exercice qui se sont renforcés, notamment tout ce qui va tourner autour de l'intervention en urgence. Je l'appelle volontairement comme ça. Évidemment, le plus évident, c'est les organisations type CUMP, mais ce n'est pas les seuls. Et on voit que ce sont des sujets qui se développent. Ce sont des sujets pour lesquels, par essence, la nature même de l'urgence, c'est pas prévisible. Et c'est des modes d'intervention qui, une fois qu'on les déclenche, sont particuliers. On l'a vu au cours des dernières années, que ce soit en termes d'exercice ou en termes de fonctionnement réel. Et ça interroge forcément pour ces types d'exercices des encadrements réglementaires qui sont peut-être en décalage. Vous savez par exemple que les psychologues ne font pas partie des professions éligibles à l'astreinte. Je ne dis pas qu'il faut mettre les psychologues en astreinte, mais je dis juste que dans des cadres particuliers, comme par exemple le fonctionnement d'une CUMP, la capacité à être déclenchée à tout moment suppose d'avoir des organisations permettant de les déclencher à tout moment. Donc il y a aussi ces éléments-là qui peuvent rentrer en ligne de compte sur certains types d'exercices, mais ce sont des types d'exercices croissants. Une intervenante tout à l'heure sur la table ronde précédente a évoqué également le sujet croissant alors du psychologue. Ça m'arrange que vous ayez évoqué le psychologue de service de santé au travail ou de service de médecine du travail, comme on veut l'appeler, parce que c'est un sujet aussi évidemment pour les hospitaliers. Vous savez à quel point on est attaché à la santé des hospitaliers. Je fais exprès de dire la santé des hospitaliers et pas que la santé des soignants pour éviter d'écarter qui que ce soit. Mais c'est évidemment un sujet. Beaucoup d'hôpitaux, notamment les plus gros, sont dotés de services de médecine du travail en tant que tels, qui sont aussi en difficulté sur la partie médicale, mais pour lesquels, au-delà même du sujet des ressources médicales, la place et le rôle des psychologues en santé au travail, je vais le dire comme ça, est important et même croissant indépendamment des sujets démographiques, y compris sur les sujets de prévention et de regard apporté sur la prévention de manière générale. Donc c'est plutôt des aspects de développement. Et puis peut-être à titre d'ouverture, pour respecter l'environnement du temps, vous dire évidemment que donc le sujet des exercices mixtes que j'ai évoqué, c'est un sujet dont on pense qu'il est vecteur d'avenir pour la profession. Il n'est pas adapté à tout le monde. Il ne faut pas le vivre non plus que dans un rapport entre exercice salarié, exercice libéral, ou salarié public, salarié privé. Il faut aussi l'envisager aujourd'hui, c'est d'ailleurs tout à fait d'actualité dans les débats, comme un sujet d'exercice territorial varié, d'exercice dans des environnements variés, et il n'y a pas de raison que, pour le coup, ce ne soit pas quelque chose de complètement adapté à votre profession, comme elle peut l'être à un certain nombre d'autres, avec l'idée qu'en plus, vous êtes vraisemblablement, statutairement et culturellement, un peu en avance sur ce sujet par rapport à d'autres environnements, donc ça peut servir d'exemple en particulier. Et puis, deux mots pour en terminer. Un sujet qui s'intègre de manière générale, j'ai évoqué tout à l'heure l'importance du territoire. Si demain, on est convaincu que l'approche territoriale est une approche structurelle pour notre système de santé, ça suppose aussi qu'on arrive à valoriser l'exercice territorialisé. C'est des dispositifs qui aujourd'hui peuvent exister un tout petit peu plus pour les médecins, existent très peu pour les non-médecins, paramédicaux et les autres non-médecins. Et donc c'est vraisemblablement un sujet qu'il faudra qu'on arrive à accompagner avec les pouvoirs publics, parce que si on veut aller dans ce sens-là, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte de manière particulière. Et un dernier mot pour finir sur l'importance qui a été évoquée par Madame la députée du sujet de la prévention. Évidemment, le sujet de la prévention concerne absolument toutes les professions hospitalière, de santé de manière générale, mais hospitalière, et l'ensemble des métiers, y compris le vôtre, a toute sa place à y prendre. Et je voulais insister sur ce point, y compris en environnement hospitalier. Vous savez que c'était un combat qu'on a longtemps dû mener, de considérer que l'hôpital fait partie des structures dans lesquelles la prévention est un enjeu majeur. La prévention, ce n'est pas la ville, et l'hôpital, c'est le curatif. La prévention, c'est aussi à l'hôpital, et du coup, toutes les professions hospitalières sont concernées, la vôtre au même titre que les autres. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Merci, Monsieur Soulier, de nous avoir partagé les réflexions de la FHF concernant notre profession. Nous ne pouvions pas faire cette table ronde sans inviter la présidente de l'Union nationale des familles et amis de malades psychiques. Les premiers concernés ont de plus en plus la parole dans l'espace public, mais pas encore assez. Et donc, il nous semblait important, Madame Raymond, que vous soyez là aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole. Ça marche déjà ? Merci. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. C'est vrai, on arrive à la fin, mais on est là quand même. C'est quand même pas mal. Donc, merci à vous. Alors, l'UNAFAM, qu'est-ce que c'est ? C'est un acronyme compliqué que vous avez décliné, je vous en remercie. Ce sont des familles qui, depuis 61 ans, se sont retrouvées pour s'entraider parce qu'elles ont, parmi elles, un membre qui souffre d'une maladie psychique au long cours. C'est ces maladies qu'on ne guérit pas, mais qu'on soigne et avec lesquelles on apprend à vivre. Donc les maladies, mais qui sont suffisamment impactantes pour que les familles se sentent en désarroi et en détresse et aient décidé de se retrouver. Et on continue depuis des dizaines d'années. Je fais partie de l'une de ces familles. Et évidemment, j'ai eu la chance de frapper à la porte de l'UNAFAM et d'être accueillie de manière inconditionnelle, d'être écoutée sans jugement et que l'on me propose de rejoindre un groupe de parole ou une formation qui était animée par qui ? Eh bien, par beaucoup de psychologues en binôme avec ce qu'on appelle, nous, des pères aidants familles, c'est-à-dire des personnes dont je suis maintenant, qui ont un savoir expérientiel, qui sont confrontés à la même situation, de devoir accompagner un proche qui a une maladie psychique grave au long cours, et qui s'aident les uns les autres et qui accueillent des familles qui commencent leur chemin. Alors, les psychologues, en fait, permettez-moi d'abord de parler de nous, moi, les aidants, parce que ça, c'est un impensé encore parmi nous. On se focalise toujours sur les personnes qui sont pas bien, voire très mal. Et puis, on a la fameuse question « Et vous, comment allez-vous » Et cette question-là, moi, avant de devenir présidente de l'UNAFAM, j'ai fait beaucoup d'accueil à l'UNAFAM. Je me suis formée pour être accueillante. Attention, pas psychologue. On fait très attention à ce que nous savons dire et ne pas dire. Donc, on accueille de manière inconditionnelle une personne qui arrive en désarroi ou en détresse. Et au bout d'un moment, donc évidemment, elle parle énormément de son proche. Et nous, au bout d'un moment, on se tourne vers elle et on lui dit « Et vous, comment allez-vous » Et là, parfois, les digues sautent. C'est très frappant à voir, car heureusement, ça arrive un petit peu dans le débat public maintenant. Mais être aidant, c'est pas du gâteau, permettez-moi cette expression très familière. Nous avons à peu près 3 millions de personnes en France qui souffrent de troubles psychiques au long cours, donc qui doivent être suivis de manière continue. Et si on compte 1,5 personne dans leur famille qui les aide, ça fait 4,5 millions de personnes. Mais en fait, même des proches, non pas aidants, mais comme j'aime les appeler, des proches aimants, sont aussi impactés. Donc je pense que nous sommes largement 10 millions de personnes à être concernées par ces maladies psychiques que l'on soigne à l'hôpital, en psychiatrie libérale, ou du moins, et pour lesquels on a besoin de psychologues. Donc ces aidants, dont je suis, eh bien l'UNAFAM, finalement, figurez-vous que les premiers professionnels auxquels nous avons affaire, nous avons des salariés qui nous aident pour mener nos missions dans des fonctions support, mais nous avons énormément de psychologues. Alors ces psychologues, d'abord nous avons quelques salariés, ce sont les 8 psychologues qui se relaient toute la semaine pour répondre au service écoute famille, qui reçoit plus de 8000 appels par an. Ce sont les psychologues qui animent des groupes de parole dans toutes nos délégations. Nous avons plus de 100 délégations, 113 exactement, dans toute la France. Alors, j'ai demandé à ma directrice et à mon directeur général les chiffres exacts, donc je vais vous les donner. En 2024, ils ont animé 460 réunions, c'est-à-dire, comme il y en a 10 par an de septembre à juin, ça fait 4600 réunions qui ont été animées en binôme par un bénévole UNAFAM en situation de père aidance famille et un psychologue. Des psychologues interviennent aussi dans nos formations. Nous avons organisé cette année 287 sessions de formation
près de chez soi, à travers nos délégations, des formations dont il y a 8 types de formations différentes. Les intitulés se trouvent sur notre site, mais mieux accompagner une personne qui a une schizophrénie, journée sur les troubles psychiques, bien communiquer avec un proche qui a des troubles bipolaires, faire face à la dépression résistante. Vous voyez, ce type d'accompagnement. Ce sont des formations qui durent entre 1 et 3 jours et qui sont gratuites, car nous sommes soutenus par la CNSA pour les mener. Et donc, mais nous rémunérons bien évidemment le psychologue. Nous avons également des psychologues auxquels nous faisons appel pour créer ces formations. Et ensuite, nous les recrutons pour qu'ils puissent les animer. Des psychologues aussi interviennent lors des analyses de pratique que les accueillants font régulièrement dans leurs délégations et nous aident. Nous leur rapportons les situations les plus difficiles que nous avons rencontrées. Souvent, elles ont eu un impact important psychiquement, émotionnel sur nous et donc nous débriefons ensemble avec leur aide. Ces psychologues, alors nous recrutons toujours, nous les rémunérons sous forme d'honoraires, et nous les recrutons toujours parmi les psychologues cliniciens. Très souvent, ce sont des psychologues qui travaillent dans des CMP ou à temps partiel, donc ils sont familiers avec les problématiques des troubles psychotiques et qui peuvent donc bien accompagner les familles. Pour nous, c'est vraiment un duo gagnant, c'est ces formations aux aidants, pères aidants, familles bénévoles et psychologues. Le psychologue, en général, dans nos formations, explique les concepts, apporte le recul. Le bénévole, lui, fait part de son savoir expérientiel et puis décrit des structures, parce que vous savez tous, c'est assez incompréhensible l'organisation des soins en psychiatrie. Donc, on apprend aux familles comment ça marche, où on peut aller, et si on a besoin d'accompagnement, qu'est-ce que c'est que la MDPH, etc. Et ça, c'est les bénévoles UNAFAM qui le font. Grâce à donc cette qualité de ce modèle de binôme, s'est développé à Lyon un programme qui s'appelle le programme BREF entre l'UNAFAM Lyon et le centre hospitalier de Vinatier, qui a un pôle qui s'appelle le CLAP, le centre lyonnais d'aide aux aidants en psychiatrie. Et ce modèle de psychoéducation BREF se déploie un peu dans toute la France. On est ravis parce qu'il a été élu au FIOP, donc mis en place dans la région Aura. Il a été évalué avec d'excellents résultats. Donc maintenant, il est devenu pépite et peut être mis en œuvre dans beaucoup de régions françaises, on espère partout, car la psychoéducation des aidants, c'est-à-dire leur expliquer dès qu'une personne doit être hospitalisée pour des raisons graves, on le sait maintenant, c'est prouvé dans la littérature scientifique, c'est la deuxième intervention la plus efficace après le traitement médicamenteux. Ce n'est pas étonnant, parce que quand vous rentrez chez vous, vous êtes avec vos proches et votre famille. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens très toxiques et très dysfonctionnels, certainement, mais je pense plutôt, c'est parce que quand il nous arrive un accident de la vie comme son enfant ou son conjoint qui décompense à une bouffée délirante, c'est extrêmement traumatisant d'abord, c'est extrêmement difficile de faire face, et c'est absolument comme lorsque vous avez votre enfant qui a un accident grave et qui se retrouve en fauteuil, vous allez apprendre à la bonne posture, comment on va le tenir, comment on va faire ses transferts. Eh bien, nous, c'est la même chose. Il faut qu'on apprenne la bonne communication, les bonnes postures, les bonnes attitudes. Donc, nous ne sommes pas des familles dysfonctionnelles, nous sommes des familles en détresse et nous avons besoin d'aide. Et quand on nous aide, mais aussi quand on s'appuie sur nos propres capacités, parce que nous observons notre proche, nous avons une sacrée résilience que nous forgeons grâce à ces groupes et que quand nous nous retrouvons à l'UNAFAM, eh bien, nous apprenons à aller de mieux en mieux et surtout, nous savons bien nous occuper de nos proches en général. Et les psychiatres qui aiment les familles, heureusement il y en a, nous disent, eh bien, nous, on est contents quand on trouve une famille. Parce que, bien évidemment, ces maladies terribles, elles défont, elles brisent le lien social. Et donc, tant de ruptures familiales ont lieu. Parce que, justement, les aidants n'ont pas été aidés, n'ont pas compris comment il fallait parler à une personne. Si vous avez un jeune de 18 ans, 19 ans, qui est en rupture de tout, comme on dit, à la fois scolaire, amical, et qui est allongé chez lui sur un lit et qui a des troubles psychotiques, on ne va pas dans sa chambre en lui disant « Allez, mon petit gars, on se bouge, on va faire un foot ».
ça ne marche pas. Mais oui, mais ça, il faut le savoir, parce que quand on ne vous a pas expliqué ce que c'est qu'un trouble psychotique, comment voulez-vous avoir la bonne attitude? Et c'est pour ça qu'il y a des drames, des histoires familiales très tristes, énormément de ruptures, énormément de gens perdus de vue, car il n'y a pas eu la bonne formation. Alors ça, c'est tout ça. Je voulais vous parler de nous, voilà, parce que souvent, on oublie de nous parler des aidants, pardon. Vous voyez, je fais encore un lapsus. Et heureusement, cette prise en compte monte dans le débat politique, public, puisque maintenant, il y a même des congés pour aidants, il y a même une rémunération pour aidants. Mais nous, on en a toujours besoin. Et nous, on n'a pas tellement besoin de répit comme des personnes qui accompagnent quelqu'un qui a une maladie, par exemple, neurodégénérative type Alzheimer, parce qu'on sait que c'est une maladie, c'est triste, mais bon, il y a un pronostic de vie entre 6 et 8 ans. Nous, on accompagne la plupart des personnes qui déclarent un trouble psychique sévère, vous le savez mieux que moi, ils ont entre 15 et 25 ans. Donc nous, on accompagne des enfants, des jeunes, des personnes jeunes. Donc c'est long, ça a duré très longtemps. Et donc, on a besoin d'être accompagné et non pas d'aller souffler 8 jours quelque part, c'est beaucoup plus dans le temps. Ensuite, nous-mêmes, nous pouvons déclencher des troubles importants, des insomnies, de l'anxiété, de la dépression. Donc, on a vraiment besoin de vous. On aime beaucoup les psychologues. Et parfois, nous, dans nos accueils, quand on voit que la famille est vraiment que la personne est vraiment en détresse, bien entendu, elle est aussi soignée par un psychiatre. C'est important. Alors, les aider. Eh bien, les aider, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont plus assez de psychologues. C'est dramatique dans les hôpitaux, parce que nos aidés, en général, c'est très rare qu'ils arrivent à obtenir un travail et gagner leur vie. Ils ont l'AAH, l'allocation adulte handicapé, et parfois ils ont l'APL pour pouvoir vivre chez eux. Et comment voulez-vous payer un psychologue qui vous coûte en ville entre 60 et 80 €? Alors, il y a les parents parfois qui peuvent subvenir, il y en a, mais la plupart du temps, ils n'ont personne. Et quand leur pronostic, le diagnostic est bien, la molécule a été trouvée, ils sont dans un état, ils ne doivent pas être hospitalisés. N'oublions pas que 85% de ces personnes sont soignées en ambulatoire. Ils ne sont pas tous en train de décompenser au fond des hôpitaux de manière sordide. Non, ils sont au milieu de la ville avec nous. Eh bien, ils n'ont personne à voir. Donc, ils commencent à appeler de plus en plus souvent notre service écoute famille. Ça, c'est intéressant. Et quand on leur dit, nos psychologues nous disent, on leur explique qu'en fait, on n'est pas tout à fait là pour eux, ils disent, mais alors moi, qui va m'écouter? Donc moi, je vous lance un appel, qui va les écouter? Qui va les soigner? J'ai demandé à un proche, justement, qui a un diagnostic psychiatrique et qui est rétabli, qui vit bien, et donc il va voir très régulièrement un psychologue en ville. Il l'aime beaucoup. Je lui ai dit, pour toi, quelle est la différence entre un psychiatre et un psychologue? Et il m'a dit, le psychiatre, quand il te parle, en fait, il cherche surtout à repérer tes symptômes. Il cherche à voir si ça va bien, s'il ne faut pas qu'il modifie ta posologie. Alors qu'un psychologue, il va accompagner ton projet de vie. Je vous le livre parce que je trouve ça très beau, très bien. Mais un psychologue, voilà, il faut le voir régulièrement. Donc, merci à l'État, aux parlementaires, d'inventer des moyens, car nos proches ont absolument besoin d'aller voir les psychologues. Mais attention, pas les faux psychologues, parce qu'alors ça, c'est dramatique. On a des histoires tragiques qui arrivent à cause de ça. Et puis, il y a certaines pratiques qui sont beaucoup plus indiquées que d'autres et qui fonctionnent bien. Alors, j'ai oublié de dire que la réhabilitation psychosociale dans les centres de réhabilitation psychosociale, quand on y a accès, on n'y a pas suffisamment accès dans les hôpitaux, c'est formidable. Il y a un bilan neuropsychologique extrêmement précieux qui permet de circonscrire les champs pour lesquels il va falloir appliquer une remédiation cognitive et sociale. Et en même temps, donc il va pouvoir y avoir un travail efficace mené. Le bilan est fait par les neuropsychologues. Le travail de remédiation peut être mené par des infirmiers. Il y a des programmes très bien menés, et en binôme avec des psychologues. Et la personne apprend à mieux comprendre les interactions sociales. Vous savez que dans ces maladies-là, on a une mauvaise théorie de l'esprit, on ne comprend pas bien l'intention de l'autre, donc on leur apprend à décrypter l'intention de l'autre. Et aussi, on leur permet, par des programmes d'entraînement, de remettre à niveau leur mémoire, leur orientation, leur concentration, leur orientation dans l'espace, leur capacité à initier des tâches, qui, tout ça, est effrité, abîmé, effiloché par la maladie. On en a besoin.
Donc moi, j'ai qu'une chose à dire, montez tous à bord et venez nous aider. Merci Madame Raymond pour ce partage précieux. Alors, comme vous avez excessivement bien tenu les temps collectivement, il nous reste 5-10 minutes pour quelques questions. C'est Gladys Mondière qui va passer avec le micro dans la salle. Vous vous présentez rapidement ? 2 secondes. Bon. Grazie Mirante, psychologue hospitalière. Alors, il y a des choses qui me questionnent beaucoup. Qu'il faut inventer quelque chose. Ben, il n'y a rien à inventer. Je suis dans un CMP, il faut juste donner les moyens. Moi, j'ai fait 12 ans en pédopsie. J'ai travaillé en collaboration, que ce soit avec la justice, avec les familles. Je n'ai un petit peu ras-le-bol de voir qu'on envoie tout vers le privé. Je suis la seule psychologue sur mon secteur. Pardonnez-moi l'émotion. Mais sincèrement, je suis très déçue. Très déçue parce qu'on démolit le service public, que ça sert à tout le monde. On envoie vers le privé, sur lequel on a beaucoup moins de garanties, et le privé ne travaille pas en équipe pluridisciplinaire. Donc moi, je n'ai vraiment ras-le-bol. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte plus. Qu'est-ce qui se passe régulièrement dans les hôpitaux? Il y a qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qui se passe? Du chantage au TANFIR. Que c'est la seule façon pour arriver à se former. Parce que du fait qu'on a du TANFIR, on ne paye pas des formations. Moi, je suis en plus un thérapeute systémicien, 6 ans payé de ma poche. C'est qui n'a les bénéfices sans aucun argent de plus et avec un paye, pardonnez-moi, merdique? Ben, c'est l'hôpital. Par rapport à la formation des psychologues, oui, effectivement, il faut pas, on va dire, il faut avoir des spécificités. Au post-trauma, je me suis formée grâce au TANFIR aussi. Donc moi, je suis une des rares qui je peux intervenir en urgence. Donc la question, c'est à un moment de donner les moyens au service public. Et la dernière chose pour la question des soignants, soignants sont catégorie administrative. Dans les soignants, ils rentrent que les infirmiers, ni les médecins, ni les psychologues. Alors je suis ravie de ne pas être soignant. Prendre soin à être soignant, ce n'est pas la même chose. Je suis ravie parce que c'est qu'est-ce qui me permet l'autonomie vis-à-vis des médecins. Parce que des fois, il y a des forts, ça dépend des équipes, il y a des gens avec lesquels on collabore très bien, il n'y a pas de souci, ce n'est pas les médecins en général, mais il y a une tentative très forte de paramédicalisation. Ça serait bien, c'est moi qui décide le patient qui tu vois, c'est pas la peine d'intervenir dans la discussion d'équipe, ça serait bien que tu appliques tes techniques plutôt que l'autre. Donc là, je laisse la place aux autres, mais sincèrement, général bol. Oui, non, mais on peut je pense qu'on l'a laissé parler. Il faut laisser parler aussi les uns et les autres. Anne-Sylvie, je crois. Isabelle a déjà parlé ce matin. Mais une question, alors. Une question, si vous pouvez faire court, alors. C'était juste une demande de précision à M. Bellifier, qui n'a pas été très prolixe là. Vous avez parlé de nomenclature, vous avez parlé de référentiel. Il me semble que vous aviez dit des choses plus précises dans l'Express. Face à une assemblée de psychologues, j'aurais aimé vous entendre préciser votre projet. Oui, ça peut être en lien, merci. C'est en lien avec une affirmation, en tout cas ce que M. Soulier a évoqué sur le fait que la question des psychologues en santé au travail était un enjeu de développement à l'avenir. Je voudrais juste préciser que lorsque j'ai démarré il y a 15 ans, il y avait 150 psychologues et on suivait dans les services de santé au travail l'ancienne médecine du travail. On suivait 15 millions de salariés. 15 ans après, on est 180 psychologues en santé au travail et on suit 18 millions de salariés. Alors, vous voyez que ça a augmenté, mais enfin, il y a énormément de salariés, de personnes à suivre. Alors, la question, c'est, cette question-là, elle est très peu traitée réglementairement. Ma question s'adresse plutôt donc aux députés et aux institutionnels politiques. Comment cette question-là, comment étoffer, comment soutenir ce travail d'internalisation des psychologues en santé au travail dans les services de santé au travail, parce que nous sommes confrontés au même problème du travail en privé, de l'externalisation de cette question-là. Donc je réponds à la première et M. Soulier à la deuxième, c'est ça l'idée. D'abord, un commentaire sur la précédente intervention pour dire que l'enjeu stratégique de
du renforcement, en tout cas du maintien et du renforcement des psychologues de la fonction publique hospitalière. Il est bien identifié. Ils ont été renforcés à l'occasion du Ségur. Ils ont été renforcés à l'occasion des assises. Et pour juste vous parler effectif, alors peut-être qu'après, il y a certainement des endroits qui restent encore très en deçà des moyens nécessaires. Aujourd'hui, la fonction publique hospitalière, entre 2020 et 2024, ça est passé de 7 000 équivalents temps plein à 10 000. Et donc, c'est directement lié à et c'était certainement encore très insuffisant. Bon, je n'ai pas ce détail-là, mais... Mais ce qui m'intéresse, c'est que là, vous affirmez quelque chose d'intéressant, parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'avoir les chiffres, et je n'ai pas réussi à les avoir. Donc, mais si vous avez réussi à les avoir, ça m'intéresse, parce que au titre de la méthode, en tout cas. Mais moi, les chiffres que j'ai obtenus, c'est des équivalents temps plein. Donc, évidemment... Non, mais bien sûr, mais c'est quand même une indication de l'importance qui a été accordée à ces psychologues de la... Non, mais... Pardon, encore une fois, le recensement de l'effectivité de ces mesures est un exercice qui n'est pas simple. Et donc, ces chiffres que j'ai réussi à compiler concernent les recrutements qui ont été effectifs. Et c'est certainement pas une photographie tout à fait exhaustive de la situation, puisqu'encore une fois, le recensement de l'effectivité de ces mesures est pas très simple. S'agissant de la mise au point de cette nomenclature, puisque vous m'interpellez là-dessus, je n'ai pas souvenir d'avoir dit des choses beaucoup plus précises dans l'Express. Et s'agissant de ce qui a été retranscrit dans l'Express, j'ai eu l'occasion de dire qu'il y avait un certain nombre de déformations qui avaient été apportées. Sur la mise au point de cette nomenclature, je n'ai pas d'avis préconçu sur l'affaire. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais la faire. Ce sera un chantier, si toutefois il nous est commandé, qui devra être fait, évidemment, avec la profession. En tout cas, ici, au ministère de la Santé, on n'a pas les compétences, l'expertise pour définir ce qui est probant, ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait être rentré dans une nomenclature, qui pourrait produire les arguments que demandera la CNAM pour justifier la solvabilisation. Ça, c'est un travail qui reste à faire. D'autres pays européens l'ont fait. Il y a des référentiels qui existent dont on pourra s'inspirer. En tout cas, nous, on a fait un peu de benchmark avec d'autres pays. Donc, c'est un gros travail de mise au point, mais qui pourra se faire qu'avec la profession, évidemment. Les collègues, je suis désolée. Prendre la parole. Et puis Monsieur Soulier n'a pas eu le temps de répondre à la question qui lui a été posée. C'est juste pour ne pas laisser passer ce qu'a dit M. Bellivier. J'ai lu l'article de l'Express. Alors, il est intéressant, vous avez pris des positions, mais vous avez clairement associé des techniques thérapeutiques avec certains troubles. Ça rejoint ce que dit votre collègue de l'UNAFAM, c'est-à-dire la croyance qu'il y a des techniques qui fonctionnent, etc. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez clairement dit. Pour tel trouble, il y a tel type de technique qui marche. Et en fait, c'est... Sans base non plus solide à cette démonstration. Mais alors, vous l'avez dit, ne dites pas que vous n'avez pas dit. Non, mais alors ça, je vais le redire pour le coup. Et je vais le redire. Et encore une fois, c'est issu des données d'évaluation des psychothérapies, qui est un champ qui s'est quand même beaucoup développé ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, on a quand même des éléments qui vont être nécessaires pour convaincre le financeur de rembourser ceci et pas cela. Et il y a effectivement, et bien ça voilà, enfin en tout cas c'est pas moi qui l'ai inventé, des techniques certaines pathologies qui renvoient à certaines techniques psychothérapiques. Il faudra faire le recensement de ces données de la littérature scientifique qui établiront ou pas si c'est un point de vue ou si c'est une réalité documentée scientifiquement. Je suis désolée, parce qu'effectivement, après, M. Soulier a à répondre. Et puis, on a Xavier Ruffo qui a passé toute la journée avec nous et qui a aussi un temps de parole ensuite. Vous avez un micro. Alors, très rapidement, sur la question, et sans reprendre ce qui a été très justement dit par M. Bellivier, sur la question des effectifs en tant que tels, gardons à l'esprit, au-delà des chiffres et des volumes,
De manière générale, d'ailleurs, on peut se le dire, les effectifs hospitaliers tout court ont augmenté au cours des dernières années, augmentent aujourd'hui, et on sait quel est le contexte en revanche dans lequel on se trouve aujourd'hui, avec les questions qui nous sont posées sur l'efficience de cette situation en particulier. L'augmentation, de toute façon, qu'on soit bien au clair sur la différence entre l'augmentation et le juste nombre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Qu'il y ait plus de professionnels de santé, c'est objectif. Il suffit de prendre des données qui sont ouvertes, les données de l'adresse. Il y a plus d'effectifs hospitaliers aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans, qu'il y en avait il y a 10 ans, qu'il y en avait il y a 15 ans. En revanche, il y a aussi beaucoup plus de patients à prendre en charge. Donc en fait, c'est l'articulation entre les deux qui rentre en ligne de compte. La dynamique sur les psychologues, elle est un peu différente parce qu'elle est plus récente sur l'augmentation. C'est ce qui vient d'être rappelé à très juste titre. Le sujet, il serait un peu long d'épiloguer, et on pourrait en rééchanger par ailleurs si vous le souhaitez, mais le sujet particulier des modes d'emploi, c'est-à-dire la différence entre contractuel et titulaire, c'est en particulier les questions de répartition de temps. Le principal obstacle, concrètement, c'est celui-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est assez rare d'avoir des temps pleins ou des temps partiels élevés dans les environnements, notamment parce que les affectations de services fonctionnent généralement comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que c'est un constat, et c'est un constat que moi j'ai longtemps eu à traiter dans les différents établissements dans lesquels j'ai évolué en tant que DRH. On a très régulièrement des sujets où de toute façon l'affectation dans un service est une affectation partielle, donc soit on arrive à trouver plusieurs affectations permettant de faire le profil le plus complet possible, mais ça suppose de rapprocher le profil individuel de conditions d'exercice plus le fait que les différents services soient adaptés dans leur mode d'organisation, soit ça suppose d'avoir effectivement une masse critique suffisante dans un certain nombre de prises en charge, faisant qu'on peut en avoir plusieurs. Donc faisons bien la différence entre l'évolution du nombre d'effectifs, enfin du volume d'effectifs, et les conditions d'emploi qui ne sont pas forcément liées, qui pour le coup ont une particularité dans l'environnement psychologue, mais encore une fois on pourrait y revenir après en aparté pour pas trop dépasser sur le temps. Sur l'activité de psychologue en environnement santé au travail, là où c'est un sujet de développement, je pense que c'est autour de 2 axes. C'est autour du fait, effectivement, on le partage tout à fait, que notamment dans l'environnement très particulier qu'est l'environnement hospitalier public, où le niveau de contrainte physique, organisationnel et psychique de l'exercice dans l'environnement hospitalier public est particulier, on est par essence favorable à l'internalisation ou à la réinternalisation quand c'est plus le cas, de ce type de mode de fonctionnement. Il y avait assez peu, vous l'avez rappelé, madame, de psychologues de services de santé au travail, je vais le dire comme ça, historiquement. On a plutôt le sentiment que c'est une recherche accrue aujourd'hui. On n'en forme peut-être pas assez. Mais dans les environnements, c'est le cas. Et dans un certain nombre de cas, et c'est un point qui est important, ils ne sont pas, c'est aussi ça le sujet, ce n'est pas forcément au sein des services de santé au travail. Et on voit se développer aussi des fonctions. Alors, pardonnez-moi de l'appeler comme ça rapidement pour la démonstration, vous aurez compris que je fais la différence entre les deux, mais de psychologues à tendance santé au travail qui ne sont pas nécessairement au sein des services de santé au travail, mais notamment pour accompagner des dispositions du type prévention des risques professionnels, et c'est un thème dont vous savez qu'il est très porté par la FHF, prévention de l'usure professionnelle, qui est un concept que l'on souhaite promouvoir, qui va au-delà du risque et qui accompagne plutôt, qui réconcilie le risque auquel on est exposé en tant que professionnel et la notion de carrière, c'est-à-dire la notion de développement de trajectoire professionnelle et ce que ça embarque notamment en termes de fatigabilité, de rapport à cet exercice, etc. Donc c'est ces éléments-là qui sont des éléments d'appel, mais je ne dis pas que pour autant les postes sont faciles à créer et par ailleurs les profils faciles à trouver. Il m'appartient de clore. Effectivement, on aurait plein de questions, j'en ai bien conscience, mais on est aussi timé. Voilà, il y a une dernière temps d'intervention avec Xavier Ruffo et Gladys Mondière, donc il nous appartient de respecter le temps. Merci infiniment à vous tous 5 d'être venus cet après-midi pour échanger.